Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue à cette émission intitulée Écho de la justice. Nous recevons pour vous Maître Bénédicte Massaka. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Avec lui, nous allons parler du testament. Je vous rappelle que Écho de la justice, c'est une émission spécialisée, c'est une émission qui reçoit pour vous le juriste, les avocats, le magistrat, ainsi de suite. Je m'en vais directement dire bonjour à mon invité. Bonjour maître. Bonjour monsieur. Maître Bertrand Massaka, allons d'abord dans la Bible. Qu'est-ce qu'on doit comprendre du mot testament, bibliquement, pas juridiquement? Bibliquement parlant, la Bible nous montre que nous avons deux testaments. Raison pour laquelle vous verrez que le chrétien, nous avons toujours tendance de parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était toutes les clauses qui ont été préparées ou annoncées par Dieu avant l'arrivée du Christ. Et le Nouveau Testament, c'est l'enseignement sur l'évangile du Christ. Alors le testament, de par ses origines, on peut dire que le testament a des origines bibliques. Pourquoi on a toujours parlé de ça? C'est la raison pour laquelle vous verrez que Jésus-Christ, en parlant, en échangeant avec les apôtres, il a même précisé que vous hériterez du royaume de cieux. On parle déjà de l'héritage du testament, même dans la Bible, par Jésus-Christ et ses disciples. Et maintenant, vu que l'émission est intitulée Code de la justice, on parle beaucoup plus de la justice. Sur le plan juridique, qu'est-ce qu'on peut comprendre du mot testament? Ok, sur le plan juridique, le Code de la famille, dans son article 766, définit ou dispose que le testament est l'acte personnel du découillus ou du testateur par lequel il dispose sur la répartition de son patrimoine après lui ou encore c'est un acte personnel où il définit les personnes qui vont constituer son héritage. Mais généralement, Maître Bertrand Massaka, le testament pose problème. Ça crée toujours des frustrations dans deux familles. Comment éviter cela? Pour éviter cela, la première des choses qu'il faut comprendre est que avoir un testament ou rédiger un testament, c'est vraiment, je peux dire, la première solution. La première solution à ce problème. J'inviterai tout Congolais à avoir cette culture, cette notion d'avoir un testament, de rédiger un testament. Il ne faut pas se dire, comme l'on a toujours dit, nous les Bantous, qu'avoir un testament, c'est déjà, je peux dire, annoncer sa mort. Non, c'est juste prévoir comment va se faire la répartition de ton patrimoine et des personnes qui peuvent constituer ton héritage. Comment éviter les frustrations après avoir lu le testament par les enfants? Comment éviter les frustrations? Alors, le testament, c'est la dernière volonté du décuyus, comme nous disons en droit, ou du testateur. Alors, de frustration... Donc, du testateur ou décuyus, comme tu dis, ce sont des termes juridiques, c'est-à-dire le père ou la mère. Ou la mère de la personne qui a rédigé le testament. Ouais. Alors, pour éviter cela, je pense que ça sera plus... ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend d'une personne à une autre. Alors, nous savons très bien que la dernière volonté d'un homme, elle est bel et bien, je peux dire, le socle même de tout ce que l'on peut retenir sur le parcours de la personne sur Terre. Alors, le respect d'une parole d'un mort est vraiment de rigueur. Alors, j'inviterai tous ceux qui sont frustrés de par le clause ou les dispositions de testament d'obtempérer et d'accepter carrément parce que ce sont des patrimoines qui viennent de la personne ou des patrimoines de la personne et la personne a cette liberté de les léguer à toute personne qui lui semble avoir de qualité qu'il faut. Maître Bertrand Massaka, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Quelles sont les conditions qu'un testament puisse remplir afin qu'il soit accepté par le juge? Ok. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord, d'entrejeu, expliquer ou donner les formes de testament. Parce que, légalement parlant, nous avons trois formes de testament. Nous avons le testament authentique. Quand je parle de testament authentique, c'est un testament rédigé et attesté par un notaire ou un officier d'état civil. Il y a encore le testament holographe ou écrit. Le testament écrit, c'est un testament écrit par la main du testateur. La main du testateur ou du décuyus. Et cela doit être attesté par son écriture et sa signature. Mais l'on se retrouve devant aussi des situations où le testateur ne sait pas écrire.
quand le testateur ne sait pas écrire dans le cadre d'un testament holographe ou un testament écrit, il faudrait qu'il y ait une personne à côté qui peut rédiger à la place du testateur. Mais dans ce genre de cas, pour que ce testament soit bel et bien accepté, il faudrait que le notaire approuve cela. Mais l'approbation ne peut se faire que si le testateur est là. Pour dire que oui, tout ce qui est écrit après la lecture, c'est bel et bien ce que moi, je veux après ma mort sur la répartition de mon patrimoine et sur les personnes qui peuvent constituer mon héritage. Mais nous avons encore l'exception dans le testament écrit où nous sommes maintenant dans le monde est maintenant moderne, tout est maintenant... Nous sommes toujours dans la deuxième catégorie. Deuxième catégorie sur le testament écrit. Le monde est maintenant moderne, nous avons la machine, nous avons les ordinateurs, nous avons des imprimantes. L'on peut se retrouver devant une situation où le testament est écrit par la machine, à l'aide d'une machine. Alors, d'une testation écrite... Avant qu'on puisse arriver par la saisie, on a saisi le testament, on peut aussi imiter l'écriture. L'on peut se retrouver plusieurs fois dans le cas où l'on imite la signature, mais je doute fort sur l'imitation de l'écriture. Parce que quand vous connaissez très bien l'écriture d'une personne, ou s'il y a des éléments de cahier, de papier de la personne, où l'on peut bel et bien attester son écriture, si l'écriture a été imitée, l'on finit toujours par l'attester. On finit toujours par l'attester, sur l'authenticité même. Parce qu'il y a des services bien habilités pour prouver l'authenticité d'un document ou de l'écrit. Sur est-ce que bel et bien ça a été écrit à la même date ou non. Alors, l'imitation de la signature, oui, ça peut se faire, mais l'imitation de l'écriture, il y a bel et bien de moyens pour attester que non, cette écriture a été bel et bien imitée. Raison pour laquelle même le législateur a été prudent dans ce sens-là. Pour les testaments écrits par une machine, l'on demande à ce que, par manuscrit, dans chaque feuille du testament, que le testateur pose une mention. Et à part le fait qu'il doit poser une mention dans chaque feuille d'un testament écrit à l'aide d'une machine, il faudrait qu'à la fin, la date et la signature soient bel et bien, la date soit écrite par elle et la signature lui-même par sa main. Okay. Juste pour éviter ce qui est tout ce qui est comme falsification et tout, donc veiller à ce que ça soit vraiment bel et bien authentique. Et troisième catégorie La troisième catégorie, c'est le testament qui est oral. Alors, comment l'on peut se retrouver devant une situation où le testament est oral? Parce que le testament est la dernière volonté d'une personne. Cette dernière volonté ne peut aussi être juste déclarée. Comment une personne peut se retrouver devant une situation où son état de santé, vous voyez, son état de santé l'atteste déjà que non, tu es déjà devant une situation imminente de ta mort. Alors, devant une telle situation, il faudrait qu'il y ait au moins 2 personnes majeures autour de la personne qui succombe déjà. Et c'est dire tout ce qu'il va donner comme orientation peuvent bel et bien rester comme son dernier testament. Mais ces 2 personnes qui étaient là doivent être 2 majeurs. Et on peut, et si seulement la personne n'arrive pas à succomber, dans un délai de 3 mois, tous ces dires-là ou tous ces testaments-là oral tombent caduques. Mais le testament écrit, ça peut rester, ça peut demeurer. Le testament écrit reste. Les paroles, comme l'on a toujours dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Ça peut rester 10 ans, 20 ans. Oui, raison pour laquelle le législateur s'est servi juste de ce principe-là pour dire que le testament oral, si seulement le testataire reste vivant dans un délai de 3 mois, donc toutes ces paroles-là s'envolent. Et les testaments écrits restent infiniment jusqu'à la vie de la personne, jusqu'à sa disparition. Donc je peux écrire un testament aujourd'hui et ma mort intervient après 80 ans. Ce testament-là restera valable. Au cas où il n'y a pas de modification lors des échanges ou sur l'état de mon patrimoine. Maître Bertrand Massanka, parlons du 3e catégorie, le testament oral. Oui. Quelqu'un qui est entre 2 parties,
on fait une vidéo, on filme la personne, ça peut être considéré comme un testament. Quand le législateur a parlé du testament oral, le législateur a voulu à ce qu'il y ait 2 témoins majeurs lors de la déclaration de ce testament. Et tout ce qui est comme moyen d'enregistrer le dire du défunt ou du décayus, c'est aussi des moyens qui peuvent faciliter sur la véracité de ce testament oral. Aujourd'hui, une personne qui se retrouve devant une autre personne qui cherche à succomber et qui fait des déclarations comme testament, pour raison de fiabilité et de véracité, s'il a son téléphone, s'il a quelque chose qui peut lui servir à enregistrer, il peut bel et bien enregistrer cela. Mais la présence de 2 personnes, vu que le législateur a parlé d'une présence de 2 personnes, cela demeure pour que cela soit attesté bel et bien que ce sont le dernier mot ou le testament oral de la personne. Il faudrait qu'il y ait au moins 2 personnes majeures présentes, et s'il y a cette possibilité d'enregistrer, ça sera toujours la bienvenue. Le testament, ça concerne toujours les enfants ou ça prend aussi la femme ou le testament prend les héritiers. Raison pour laquelle en droit, quand on parle du testament, quand on parle de l'héritage, on parle des héritiers de première catégorie, deuxième et troisième catégorie. Pourquoi? La première catégorie, ce sont les enfants. Okay. La deuxième catégorie, c'est le conjoint et le frère ou soeur direct ou le parent du testateur. Et la troisième catégorie, ce sont les cousins, les oncles, les nièces, ainsi de suite. Pourquoi vous utilisez le terme testateur à la place? Parce que nous avons toujours l'impression que c'est toujours l'homme qui part avant. C'est toujours l'homme qui part avant. Je peux dire que cela est ancré de par notre manière de vivre, nous les Bantous. Mais nous, juridiquement parlant, on ne veut pas parler de l'homme. Pourquoi? Parce que l'on peut avoir un décuyus qui est une dame. La dame aussi peut... Décuyus, c'est-à-dire testateur. Testateur, qui est une dame, qui peut décéder avant son homme. Et c'est dans le patrimoine, on peut aussi avoir cette dame-là qui a de patrimoine. Alors, comment l'on peut définir ou comment l'on peut faire la répartition de son patrimoine si seulement, dès le départ, on n'a pas pensé à ce qu'une femme aussi peut être décuyus testateur. Raison pour laquelle, juridiquement parlant, on ne veut pas utiliser plus l'homme, comme nous les Bantous, nous avons l'habitude de le voir, mais l'on parle de testateur, décuyus, l'on parle du conjoint survivant, parce que le bénéfice du conjoint, ça peut aussi être, le conjoint peut être homme, peut être la femme. Donc c'est dans les 2 sens. Nous les profanes, nous les gens qui ne sont pas des juristes, nous pensons que rédiger un testament, ça précipite la mort. C'est ce que j'ai dit dès le départ. C'est une conception purement africaine, surtout bantou, que je souhaiterais à ce que les gens qui nous suivent de comprendre que juridiquement parlant, légalement parlant, pour raison de paix sociale et d'harmonie de famille, c'est préférable pour nous de rédiger le testament, c'est bien. Alors le testament n'appelle nulle part à la mort. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que imaginez-vous, tout ce que nous faisons ici, nous le faisons pourquoi? Pour les générations qui viendront après nous. Les héritiers mal intentionnés peuvent utiliser ces testaments-là pour nuire au testateur. Alors, le testament, j'ai bien dit que non, c'est l'acte personnel. Par sa définition, selon l'article 766 du Code de la famille, l'on parle bien que d'un acte personnel du testateur ou du décuyus, oui, par lequel il détermine la répartition de son patrimoine et ses héritiers. Vous voyez, c'est un acte quoi? Personnel. Quand je rédige, précipiter la mort du testateur afin qu'il puisse être bénéficiaire. Quand je rédige mon testament, c'est un acte personnel, ça reste personnel. À garder auprès, peut-être si je suis un conseiller juridique, mon conseiller juridique peut être au courant de ça. Je peux le garder dans mon coffre-fort, je peux le garder dans un lieu un peu bien sécurisé pour que cela ne soit dévoilé
à ma famille ou à tous mes héritiers que lors de ma mort. Mais l'on peut aussi se retrouver devant une situation où l'un des personnes que l'on avait bel et bien défini comme héritier précipite notre mort. Raison pour laquelle la loi permet à ce que le testateur ou la personne, le rédacteur du testament écarte un héritier. Parce que quand on parle d'héritier de première, deuxième, troisième catégorie, ce sont des personnes dont, de par leur sang, de par leur origine, doivent nécessairement bénéficier de notre héritage, de notre patrimoine après nous. Mais si j'atteste que, ou si j'ai des éléments probants qui attestent que l'un de mes héritiers veut ma mort, ou précipite ma mort, ou cherche à m'éliminer, il y a vraiment de preuves dans ce sens-là, je peux de mon testament le carter. Mais il faudrait qu'il y ait ces éléments-là qui attestent bel et bien la raison d'écarter la personne qui voulait notre mort. Fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de suivre l'émission intitulée Écho de la justice. Nous recevons pour vous, je rappelle, Maître Bertin Masanka. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Nous parlons du testament. C'est le thème d'aujourd'hui. Maître Bertin Masanka. Quelqu'un rédige un testament, mais il était polygame dès son vivant. Qu'est-ce qui va arriver? Ok. Alors, quand on parle de polygame, d'abord, de prime abord, j'aimerais que nous puissions comprendre que le droit congolais, la législation congolaise ne permet pas qu'il y ait polygamie ou n'accepte pas la polygamie. Raison pour laquelle vous verrez que le mariage n'est célébré devant l'officier de l'état civil qu'une seule fois. Pour que l'on célèbre encore un autre mariage, il faudrait quoi? Qu'il y ait divorce, que le divorce soit bel et bien attesté. C'est alors qu'une telle personne peut solliciter une célébration dans notre mariage. Donc la polygamie ou la polyandrie, parce que nous, surtout nous les Bantous, on a toujours tendance de parler de la polygamie, mais la polyandrie aussi existe sous d'autres cieux. Alors, les gens que nous appelons polygames, surtout ici au Congo, il faut maintenant faire la part des choses. Est-ce que la personne n'a connu que de relations avec des personnes de sexe opposé coutumièrement, ou la personne est arrivée même devant l'officier de l'état civil? Mais cette personne-là ne peut pas aller deux fois devant un officier de l'état civil si seulement il n'a pas déclaré un divorce avec le premier. Alors dans ce genre de cas, il n'y a qu'un seul mariage célébré légalement devant l'officier de l'état civil. Alors dans ce genre de situation, qu'est-ce que l'on fait? Parce qu'on peut parler de ménage, parce qu'il peut y avoir aussi une polyandrie. Hein. Restons un peu large pour ne pas prendre le cas seulement du Congo de la polygamie. Alors, dans ces différents ménages, où la personne, parce que quand il y a des relations, il y a le ménage. Dans ces différents ménages où la personne se retrouve, il peut avoir aussi des enfants. Mais cette personne n'a qu'un seul mariage connu légalement ou célébré devant l'officier d'état civil. Alors, qu'est-ce qui va se passer devant une telle situation? Il faudrait d'abord voir avec la personne dont le mariage a été célébré légalement. C'était quel régime matrimonial? Parce que l'on a trois régimes, selon le droit congolais. La séparation de biens, la communauté réduite aux acquis ou la communauté universelle de biens. Si c'était la séparation de biens, ça nous arrange. Le patrimoine revient, son patrimoine, le patrimoine du cueus ou du testateur lui revient. Vous avez dit que si la personne n'a pas un testament, le patrimoine de... Non, il a rédigé un testament, mais en même temps, il était polygame. Il était polygame, ok. Le patrimoine, si c'était une séparation de biens, le patrimoine du testateur reste intact. Si c'était une communauté réduite aux acquis, qu'est-ce que l'on fait maintenant? L'on voit le patrimoine qu'il a acquis avant le mariage, ça reste dans son patrimoine privé. Et s'il y a des patrimoines acquis après le mariage, qu'est-ce que l'on fait? Parce que c'était la communauté universelle de biens. Il faudrait d'abord dissoudre le régime matrimonial, qui ne partit que le 50% du patrimoine acquis après le mariage doivent aller chez
le conjoint survivant et les 50 autres restants de son patrimoine, ça reste dans son patrimoine à lui, du testateur. Si c'est la communauté universelle de biens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours aussi dissoudre le régime matrimonial. Qu'est-ce que l'on fait? On regarde tout le bien du testateur, que ce soit avant ou après le mariage, et chercher à ce que le régime matrimonial soit dissous. Donc, AD, le 50% va chez le conjoint survivant et les 50 autres restants, ça reste dans le patrimoine, dans la masse successorale. Ce que l'on appelle en droit la masse successorale. Alors, de par cette masse successorale-là, que l'on va maintenant définir la quote-part de chacune des catégories des héritiers. Tous les enfants, que ce soit les enfants de la femme ou de la personne avec qui, parce que je ne vais pas seulement utiliser la femme, parce que nous, tu vois, le sang bantou parle à moi, mais comprenez, chers téléspectateurs, comprenez, c'est le fait d'être bantou. Alors, les enfants des autres conjoints non légalement connus restent aussi des héritiers de première catégorie du testateur. Ok. Vous voyez? Donc ils ont droit. Ils ont droit, comme les enfants du conjoint légalement connu. Je parle des enfants qui sont affiliés, des enfants reconnus. Tous ces enfants-là ont un pourcentage, ont une quote-part dans son héritage ou dans la masse successorale. Alors, légalement parlant, tous les enfants doivent bénéficier de 75% de la masse successorale comme leur quote-part. Et le 25 autres restants, qui vont se le partager? Le conjoint légalement connu et le parent et le frère du testateur. Vous voyez, pour les communs des mortaires, pour ne pas être technique, le parent et le frère et le conjoint de la personne qui est morte. C'est pour permettre à ce que même les mamans qui nous regardent comprennent facilement, même les gens lambda. Donc, ces 25% restants, c'est ce qui va revenir aux parents, aux frères et aux conjoints de la personne qui est morte, ou du testateur ou du décuyus. Vous comprenez? Mais non, ces autres conjoints, parce que ça peut être des conjointes ou ça peut être des conjoints, des autres personnes qui ont partagé la vie. D'ailleurs, conjoint, c'est quand c'est vraiment légalement connu. Donc, je peux dire les autres partenaires qui ne sont pas légalement connus. Qu'est-ce qui va se faire? C'est là qu'intervient maintenant le bon sens de ce qui va se faire dans le conseil de la famille. Le bon sens là, ce n'est pas juridique. Non, parce que juridiquement parlant, une dame ou un monsieur qui a vécu avec son conjoint, sans pour autant que le mariage soit célébré, et que l'autre décède, l'on cherche à partager la masse successorale. S'il y a de preuves qui attestent qu'ils ont vécu ensemble, s'il y a de preuves qui attestent qu'ils ont vécu ensemble, s'il y a de preuves qui attestent que le conjoint en question a passé toute une vie avec l'autre, il y a toujours une quote-part qui leur revienne de droit aussi. Mais cette quote-part est plus puisée, est nécessairement puisée dans le 25% restant des héritiers de deuxième catégorie et de troisième catégorie. Et non dans le 75% des héritiers de première catégorie. Mais là, vous comprenez que le régime matrimonial a déjà été dissous. Là, juste pour nous amener à comprendre que non, si c'est un mariage légalement connu des communautés universelles de biens, sachez-les bien que ces biens-là, la moitié de ces biens iront chez le conjoint survivant. Alors, dans les 50 qui restent, qui va constituer maintenant la masse successorale dans 100%, 70% revient aux enfants et le 25% restant revient aux héritiers de deuxième catégorie, dont le conjoint survivant, le parent et le frère du décuyus ou du testateur, et un pourcentage aux partenaires qui ont passé une vie avec le testateur.
Maître Bertin Massaka, nous allons petit à petit vers la fin de cette émission. Est-ce qu'après avoir lu le testament, il faudrait que la famille puisse se retrouver auprès de juges ou ils peuvent se limiter là, dans la famille? La question pour moi est une question cruciale. Et avant d'arriver à cette question-là, parce que l'on parle déjà du juge qui doit intervenir, donc c'est qu'il y a litige. Parce que le juge n'intervient que quand il y a litige, quand il y a des intérêts ou des parties lésées. Alors, je vais revenir à la question, mais je voudrais préciser une chose, c'est une exception. Quand je parle de tout ce qui est comme héritage, masse successorale, les héritiers de première, deuxième, troisième catégorie, l'on peut se retrouver aussi devant une situation où il y a de legs. Vous voyez, Legs, c'est-à-dire? il y a, je peux dire quoi, comme des dons donnés à des personnes bien précises. Ça peut être un serviteur, ça peut être un ami, ça peut être une personne qui vous a beaucoup assisté, ça peut être des institutions, ça peut être des personnes de quoi, de minutes, vous voyez. Mais non, dans tout ce qui peut être comme legs, le legs ne peut pas entrer dans la quote-part des héritiers de première catégorie. Vous voyez, dans le 25% qui reste, le testateur peut bien faire une mesure de grâce de legs à des personnes bien précises ou Ces gens-là ont droit à 25%. Non, pas à 25%. Ils auront un pourcentage dans le 25% qui revient aux héritiers de deuxième et troisième catégorie. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. C'était une précision. Le 75, ça reste pour les enfants. Le 75 des enfants, on ne touche pas. Mais il y a aussi une autre possibilité où il peut y avoir donation entre vifs. C'est comment? J'ai mon patrimoine à moi, je suis vivant. Mais de par mes convictions, là je suis vivant. Je me dis quoi? De par mes convictions, que je divise en 2 ou à 3 mon patrimoine à moi et faire une donation à une personne, faire une donation à une institution, faire une donation à des démunis. Là, même mes héritiers ne peuvent pas l'attaquer. Pourquoi? La donation entre vifs ne se fait que quand je suis vivant. Mais quand je le définis dans mon testament et que je ne suis plus là, mes héritiers à moi peuvent l'attaquer. Pourquoi? Parce que je ne peux pas entrer dans la quote-part des héritiers de première catégorie. Vous comprenez? Alors, maintenant, comment l'on peut aller chez les juges? Quand est-ce que le juge intervient pour pallier au problème de l'héritage ou de partage de la masse successorale? Là, je reviens à votre question, j'espère bien. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est quoi? Dans le testament, l'on peut déjà bien définir les choses pour éviter à ce que le conflit devant le juge amène le juge à l'appréciation du juge et tout, à des procès qui vont durer pendant des années. Parce que moi, je suis dans la profession d'avocat, sur terrain, je vous dis, des affaires de succession. Combien d'années déjà 6 ans déjà, 6 ans. 5 ans et demi, donc dans l'année prochaine, je vais totaliser 6 ans. Imaginez-vous, ce sont des affaires qui durent des années. Parce que vous savez comment nous nous comportons. Il y a des dilatoires, il y a des appels, il y a tout ça. Pour éviter ça, dans son testament, l'on peut bien déterminer les personnes, le pourcentage de chaque catégorie et la répartition de chaque enfant, comment chaque enfant va avoir, les frères et sœurs, la femme, le conjoint ou le conjoint survivant. Il y a aussi une possibilité déjà dès son testament de définir les liquidateurs ou des liquidateurs, des personnes qui seront là pour gérer la gestion de ma masse successorale ou de mon patrimoine, la répartition. Alors, au cas où il n'y a pas ce genre de situation, raison pour laquelle on se retrouve devant le juge. Et quand on se retrouve devant le juge, celui qui peut aller devant le juge, c'est seulement la partie qui se sent lésée. C'est lui qui a le droit dit de se présenter. Quand on se présente devant le juge, au moment où il y a un testament, qu'est-ce que le juge fait? Le juge ne fait que appliquer ce qui est quoi? Écrit dans le testament. Vous voyez, le juge ne fait que appliquer ce qui est écrit dans le testament. Mais l'on peut se retrouver devant une situation où le testament n'a qu'énuméré les patrimoines.
sans pour autant définir la répartition. Alors, devant ce genre de situation, qu'est-ce que le juge fait? Le juge ne se sert que de la loi. Qu'est-ce que dit la loi à la matière? La loi dit qu'il y a des héritiers de première, deuxième et troisième catégorie. Ils sont là? Oui. Ok. Qu'est-ce que l'on fait? On fait la répartition. Les héritiers de première catégorie, vous avez autant. Là, c'est les enfants. Les enfants. Les héritiers de seconde catégorie, le congé survivant, le parent et les frères Maître Bertin, testateur, vous avez quelqu'un qui avait pourcentage beaucoup aussi. de biens, il meurt sans pourtant laisser le testament. Les personnes qui ont beaucoup de biens, ils meurent sans laisser le testament. On se retrouve devant une situation où le testament n'existe pas. Ouais. Qu'est-ce que l'on fait? Dans la plupart des cas, il y a un conseil de famille. Vous serez réunis. Et dans ce conseil de famille, l'on choisit un testateur ou des testateurs, de membres de la famille. Au moment où le défunt avait déjà des enfants. On n'arrive toujours pas à désigner le liquidateur en famille. Au moment où il y a contestation, on n'arrive pas à désigner le liquidateur. Qu'est-ce que l'on fait? L'une des parties peut saisir le juge. Dans ce cas-là? Dans ce cas-là, le juge n'aura aussi qu'à appliquer ce que dit la loi. Il n'y a pas les testaments, mais il y a la loi. Il y a un vide sur l'acte personnel du défunt, mais il y a la loi qui régit la matière et ne va que se servir de... Que ferait le juge? Le juge va faire la répartition. Le juge d'abord va choisir un liquidateur. Et il y aura un jugement qui va attester la répartition du patrimoine du défunt en tenant compte de toutes les catégories des héritiers. Maître Bertin Massaka, qu'est-ce que le téléspectateur d'Arvignon Télévision doit retenir du testament? Ce que le téléspectateur doit retenir du testament est que le testament est la dernière volonté d'un individu sur la répartition de son patrimoine ou de personnes qui doivent constituer son héritage. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous les Bantous, vous, mes frères et sœurs congolais, je nous invite à avoir cette culture d'avoir un testament ou de rédiger un testament. Et au moment où vous vous retrouvez devant une telle situation, de tenir compte, de peut-être solliciter le concours ou l'accompagnement d'un juriste pour que la rédaction du testament tienne compte de clauses ou de ce que la loi prévoit à la matière pour qu'après vous ne puissiez pas, vos héritiers ne se retrouvent pas devant de conflits de partage de votre patrimoine. Et tous ces frères et sœurs qui se retrouvent devant ce problème de patrimoine de leur père qui n'arrive pas ou de leurs parents qui n'arrivent pas à entrer en possession, je vous invite de comprendre que non, vous avez un droit. Vous les enfants, parce que c'est un cas qui se retrouve plus chez nous ici au Congo, les enfants qui n'arrivent pas à bénéficier ou à entrer en possession de l'héritage de leur père. Je vous dis que la loi vous donne ce droit-là. Vous êtes les héritiers de première catégorie. Si vous êtes devant une telle situation, trouvez un juriste. Vous pouvez trouver notre juriste. Trouvez un juriste qui sera favorable à vous et avec qui vous serez à l'aise. Saisissez le juridiction compétente et l'on va vous rétablir dans vos droits parce que la législation à la matière a été vraiment abondante. Le législateur a tenu compte de toutes ces circonstances. Maître Bertin, vous avez dit que les gens peuvent vous saisir pour plus d'explications à ce qui concerne le mot testament, juridiquement. Votre contact? Maître Bertin est avocat. Là, je me présente pour donner aussi 089. Oui. Mon numéro, c'est le 081 82 91 948. 081 82 91 948. Le cabinet se trouve sur l'arrêt Sabena, l'immeuble TM Thérésia au 3e niveau. Ça n'est fini pour cette émission intitulée Écho de la justice. Nous avons reçu pour vous, Maître Bertin Massaka. Avec lui, nous venons de parler du mot testament. Je dis un grand merci à vous parce que vous étiez très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Écho de la justice. Je dis un grand merci à Glody Mbaya qui était du côté de la régie. Je dis un grand merci également à notre diacre, le diacre David. Merci également au révérend docteur Jean-Baptiste Kembo pour la confiance. Restez branchés au programme d'Arvignon Télévision. Merci.